Jean, bonjour. Bonjour, Euh, bonjour. bonjour, Madame la coprésidente. Peut-être en un petit mot, bonjour à tous. Un grand merci pour toutes les personnes qui se connectent. On est à plus sur l'ensemble des observatoires, à plus de 650 inscriptions. Donc, c'est bien, ça montre, je veux dire, que le partage est important au niveau européen. Donc, ce que je vais faire, c'est laisser la parole tout de suite à Clarisse, qui va vous expliquer comment marche le sous-titrage en anglais, en français, et puis vous pouvez avoir un sous-titrage de la langue sur lequel vous dialoguez. Voilà, régulièrement. Très bien, bonjour à tous. Donc, pour activer les sous-titres, vous allez cliquer sur les trois petits points. Qui sont en haut à droite. Voilà. Ils sont tous branchés et moi, je n'entends Ensuite, rien. Et j'ai pourtant mis mon micro. Oh, ouais, vous allez cliquer sur langue et voix. Si j'ai le micro, Est-ce que j'ai bien le son. Et moi, j'entends est-ce rien. Comment je est-ce fais? que Madame Patier peut éteindre quelque part, là, non? Est-ce que Madame Patier peut Comme ça éteindre permet de son démonter le son. Si personne parle, par contre. Ah non, mais là, Excusez-moi. il Madame parle. Patier, vous entendez? Mais elle pète. Je reprends l'explication pour les sous-titres. Excusez-moi, donc on va cliquer sur les trois Voilà. petits points Là. hautes. Ah, mais non, je n'entends toujours On pas. va y arriver. Vous allez sur langue et voix et vous activez les sous-titres. Et si Une fois que c'est activé, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc vous cliquez sur la petite icône paramètres. Une fois que vous allez avoir les paramètres de sous-titres, vous avez donc langue des sous-titres et langue parlée. Donc vous allez pouvoir changer seulement la langue des sous-titres. Surtout ne pas toucher à la langue parlée, sinon ça va tout dérégler. Seulement la langue des sous-titres, vous choisissez celle que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste modifier la langue des sous-titres, le reste, on s'en occupe. Pour moi, ça marche en tout cas. C'est assez impressionnant de voir en effet les textes des paroles qui s'affichent. C'est la première fois que Je vais juste faire la même explication Ah, en anglais et après on pourra, je vous laisserai la parole. So for those of us that only speak English, for the subtitles, you'll have to click on the three little dots at the top of your screen. And then you have language and voice. You can then activate the subtitles. And then you click on the little sign for the parameters at the bottom on the right of the screen. And then you have subtitle language and spoken language. You only have to change the subtitle language and not the spoken one, okay? Just the subtitle language. And then all will be perfect. All right, thank you very much. Madame la Présidente, c'est à vous que revient la parole. Merci encore à tous ceux qui ont préparé, et notamment le groupe La Poste, avec Laetitia Dablan, Daniel Patier, qui ont préparé vraiment cet observatoire. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup, cher Pierre. Bonjour à toutes et tous. Je me réjouis de vous retrouver pour celles et ceux qui étaient présents lors de notre belle réunion de lancement au Parlement européen il y a de cela 2 mois, ou de vous rencontrer pour la première fois pour celles et ceux qui se sont inscrits sur cette réunion aujourd'hui, sur cette thématique de la logistique urbaine, qui joue évidemment un grand rôle dans le bon fonctionnement de nos centres-villes et qui est un sujet sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler à 2 niveaux en fait. Au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, donc je suis la vice-présidente en charge de l'économie, puisque nous avons adopté une délibération cadre à Strasbourg pour organiser le travail collectif sur la logistique urbaine entre les équipes de la collectivité et les acteurs territoriaux qui sont concernés par ce sujet. Et puis également au niveau national, puisque j'ai co-rédigé en 2021
un rapport sur la logistique urbaine qui a été remis aux différents ministères concernés, ministère de l'économie, ministère des transports, dans le cadre du ministère de l'écologie, pour que l'État s'organise aussi le mieux possible pour permettre cette structuration. Et il manquait le niveau européen. Donc voilà, je suis absolument ravie, très honorée d'avoir été sollicitée pour présider ce travail et absolument ravie d'engager ces échanges avec vous toutes et tous. Donc je crois qu'autour de notre table aujourd'hui, nous avons à la fois des villes, des collectivités de différentes natures. On n'a pas tous les mêmes organisations administratives dans nos différents pays. Et puis également des scientifiques, des universitaires qui nous aident à avoir un regard prospectif et analytique sur tous ces sujets, et puis également des acteurs économiques contributeurs. Donc j'espère qu'avec cette belle association de compétences diverses, eh bien on va avoir d'une part des échanges intéressants, de s'alimenter mutuellement en informations sur la façon dont nous procédons, nous alimenter en idées, en expériences, mais aussi sans doute construire ensemble des propositions nouvelles pour que la logistique urbaine fonctionne le mieux possible dans nos villes, qu'elle contribue à des villes qui soient les moins carbonées possibles, les plus fluides possibles, avec une organisation efficace pour les commerces et tous les acteurs qui ont besoin d'être desservis, et que les acteurs économiques qui opèrent ces activités s'y retrouvent. Voilà les quelques mots d'introduction que je pouvais donner. Lors de notre réunion de lancement, on a commencé à identifier quelques thématiques. Les questions de data en font partie, les questions de livraison du dernier kilomètre, notamment sur des horaires décalés. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a dit des choses lors de cette première réunion que ça doit nous contraindre. On est plus nombreux aujourd'hui à être réunis sous cet angle spécifique de la logistique urbaine, donc on a vraiment un travail à construire ensemble. Et je vais sans plus tarder donner la parole aux personnes qui vont nous éclairer pour le déroulement de cet après-midi. Ce sera d'abord Daniel Patier de l'association Centre-Ville en Mouvement qui va nous parler de la réglementation sur la décarbonation des livraisons en ville. Ensuite, Laetitia Dablan sur la réglementation plus généralement, avec notamment les questions de zones à faible émission sous leurs différentes appellations en Europe, et les questions d'immobilier et d'aménagement. Nous aurons ensuite Guy-Pierre Sachot, représentant du groupe La Poste, sur des illustrations de verdissement de flotte de livraison, avec des exemples, je crois, qui vont être pris dans toute l'Europe, puisque le groupe La Poste est bien sûr un grand groupe français, mais c'est aussi un grand groupe européen. Nous aurons ensuite Karsten Huselmann de Brême, qui va nous illustrer des mesures prises dans sa ville. Si nous gérons bien le temps, nous aurons 30 minutes pour pouvoir ensuite échanger entre tous participants et enfin nous donner rendez-vous pour la suite de nos travaux. Voilà, je vais donner la parole sans plus tarder à Daniel Patier, en espérant, je vais peut-être juste faire un stop à ce niveau, que le système de traduction fonctionne bien. Si jamais ce n'était pas le cas pour l'un ou l'autre, mieux vaut le dire tout de suite et qu'on redonne l'explication de fonctionnement plutôt que de laisser la réunion se dérouler sans que certains puissent pleinement y participer. Donc je fais juste cette pause pour que, soit en prise de parole micro, soit de préférence plutôt dans le chat, voilà, vous puissiez, si c'est le cas, indiquer une éventuelle difficulté et que les consignes techniques puissent être redonnées si le besoin s'en faisait sentir. Peut-être qu'on peut redonner peut-être rapidement, là, parce qu'il y a plein de gens qui viennent d'arriver aussi, redonner comment fonctionne. Donc, vous avez les 3 petits points en haut à droite. Vous cliquez sur les 3 petits points autres en haut à droite. Là, vous descendez. Alors là, quand on clique, pardon, et vous avez langue et voix. Voilà, vous cliquez sur langue et voix et ensuite vous avez Activer les sous-titres. et activer les sous-titres. Voilà. Sur la petite fleur paramètres, vous activez donc la langue parlée. Non. Non. Non, la langue Non. des sous-titres. La langue des sous-titres. Vous ne touchez pas à la langue parlée, s'il vous plaît. Juste la langue des sous-titres. Voilà. Sorry for jumping. Can you hear me? Yeah. This is Carsten from Bremen. So far, I've only heard French, which is after
these live subtitles do not work for me. I'm seeing live subtitles in French, which makes it kind of confusing. Even if I had subtitles in English, I wouldn't be capable of following audio in French and reading English subtitles. So my suggestion is to kind of get me in for my contribution, but I simply won't be capable of following 2 hours listening to French and reading English subtitles. Sorry about that. I didn't know. Okay, So okay, I understand. So should I time at which I should be dialing back in, but I'm not going to follow through. Sorry about that. No, that's okay. That's perfectly okay. So I'll call you like maybe 10, 15 minutes before you have to talk. Is that okay? Yeah, can you call me by telephone? Yeah, of course. Of course I can do that. Makes a Yes. lot of sense. So apologies, but That's you definitely don't want to hear me speak French. That's a given. Yeah, that's okay. No worries. Pardon, et till later then. Waiting for your call. Sorry about that. Yeah, no worries. That's perfectly fine. We'll see you later. Thank you. Mais là, Bien écoutez, Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? oui. Est-ce qu'on continue sur les présentations? Mhm. Peut-être juste, pardon, bonjour, Christelle du groupe La Poste. Préciser que la traduction sous-titres, par exemple, moi, j'ai demandé une traduction en anglais pour voir un peu c'est vraiment de la traduction littérale, hein. Donc, on perd le sens de certains mots. Donc, pour nos collègues qui éventuellement auraient des difficultés de compréhension, je pense qu'il faut les inviter à nous les manifester parce que la traduction n'est pas, enfin voilà, pas top. D'accord. ok. Alors, la traduction, vous allez voir tout à l'heure hein, quand on va parler anglais, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment pas mal, hein. Testons. Allez. Bon. Donc, je prends la Donc, à parole. vous, Daniel. À Oui. vous, Daniel. Bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis ravie quand même d'être avec vous là aujourd'hui pour partager un moment historique parce que ça fait quand même des années qu'on attendait ce moment-là, une revivification de nos échanges avec l'ensemble de la communauté qui s'occupe de cette particularité qu'est la logistique urbaine et qui n'est pas toujours bien comprise, et de partager avec tous les pays européens. Et ça, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à mobiliser quand même un grand nombre d'acteurs et de politiques pour échanger sur ces thèmes qui sont vraiment très compliqués. Donc, on va parler aujourd'hui de la décarbonation et de savoir surtout comment l'observatoire va pouvoir fonctionner. Donc je voulais juste rappeler 2-3 petites choses pour mettre en route le processus. C'est que, comme vous le savez, le transport de marchandises en ville, c'est quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre, 25% du CO2, 35% des NOx et 50% des particules fines émises en milieu urbain. Donc vous savez que c'est ces particules qui sont particulièrement dangereuses. Donc quand on va parler de la décarbonation, c'est bien évidemment vous voyez quand même l'ampleur que prend la part que prennent les livraisons dans les villes, c'est pas une petite affaire. Donc, on peut dire que le contexte est quand même un engagement de l'Union économique, ça il faut quand même qu'on le redise, à réduire quand même ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport au niveau de 90 à l'horizon 2030. Et le dernier kilomètre, alors là, je veux bien le rappeler parce qu'on verra après dans la suite qu'il va falloir qu'on s'organise à propos de ces thématiques qui sont complexes. C'est donc le dernier kilomètre, c'est d'une grande complexité. C'est le maillon le plus contraint, le plus coûteux, une multitude d'acteurs, ce qui n'arrange évidemment pas la chose. Et ce sont des gens qui sont de sphère publique et sphère privée. Donc, on va voir que chacun va avoir sa participation un petit peu différente à cet observatoire et surtout des domaines d'intervention qui sont multiples. Alors, moi, j'estime que l'observatoire, c'est un lieu d'échange entre acteurs économiques, institutionnels et chercheurs en Europe
pour diffuser les avancées sur la connaissance du secteur, les innovations technologiques, les expérimentations en place qui ont montré leur efficacité. Donc aujourd'hui, on va proposer donc une façon d'aborder. Donc on va avoir des thématiques un peu différentes. Elles concernent tous les facteurs en fait qui influent sur les opérations de dessert. Alors on a fait, pour faire court, on a fait 4 thématiques. L'urbanisme, alors évidemment, comme je le dis depuis toujours, le transport de marchandises en ville, c'est avant tout une question d'urbanisme et d'aménagement, puisque si on parle que des voiries, ça n'a aucun sens par rapport à la construction de la ville, à tout ce qui se fait autour, etc. Donc on va avoir l'urbanisme, l'aménagement, et dedans on va mettre le foncier immobilier, la voirie, c'est-à-dire l'usage, les accès, les partages, le partage de la voirie et de certains espaces, etc., en espace-temps, c'est-à-dire qu'on va trouver des combinaisons qui font que certains espaces pourront être pris de temps en temps par certains, d'autres par d'autres, suivant les horaires, suivant les capacités, etc. Et puis surtout, on a tous les documents d'urbanisme qui sont fondamentaux pour régler un peu tous les problèmes, l'organisation en fait du système. Et c'est là où on va avoir des différences parce que les documents d'urbanisme ne sont pas les mêmes suivant les pays européens. Et en France, on peut dire qu'on a été un petit peu avantagé par les fameux programmes qu'on a lancés, que le gouvernement a lancés sur justement les marchandises en ville et pour lesquels, du coup, on a développé beaucoup d'outils, on a beaucoup discuté, donc on a bien avancé là-dessus. Alors évidemment, dans cet urbanisme et l'aménagement, le gros problème, ça va être comme on a dit, le foncier, mais aussi les espaces logistiques, c'est-à-dire ces espaces qui permettent en fait de massifier un certain endroit au plus près du consommateur, au lieu d'avoir des plateformes à 50 km, et de pouvoir les distribuer. Et autrement, dans le deuxième thème, ça sera les réglementations, parce que les réglementations et le cadre juridique vont jouer un rôle essentiel. Donc, c'est la deuxième thématique qu'on aura à discuter. Cadre institutionnel et juridique aussi, puisqu'on va voir que suivant les pays, on ne va pas s'y prendre de la même façon, on ne va pas avoir le même encadrement et on ne va pas non plus avoir les mêmes sanctions. C'est comme ça qu'on voit que les villes du Nord sont beaucoup plus en avance que nous sur la décarbonation de leur flotte parce qu'ils ont été déjà depuis le début engagés avec, c'est les villes qui se sont engagées depuis le début. Alors, ensuite, on va avoir, bien sûr, dans cette réglementation, l'histoire du partage de l'espace, de partage des véhicules. Et les véhicules, on va se tenir évidemment à la taille, puisqu'il y a un gros conflit quand même toujours de dire est-ce qu'il vaut mieux un gros camion que 3 petits véhicules au point de vue pollution. Il y aura aussi ce dilemme sur la motorisation, où on veut absolument faire de l'électrique. Et justement, ça sera intéressant entre nous de pouvoir observer toutes les avancées qu'ont pu faire les pays les uns par rapport aux autres, par rapport aux décisions qu'ils ont prises, à la fois sur ce qui est des réglementations, sur ce qui est le type de carburant, etc. Et enfin, en quatrième thématique, on aura tous les nouveaux services, puisque depuis une dizaine d'années, on a une prolifération en fait de nouveaux services qui se sont créés, de la mutualisation, des nouveaux concepts à la fois d'installation, de bâtiments, de nouvelles technologies. Et il faut absolument qu'on ait aussi un partage des données, c'est-à-dire qu'on sache comment on appréhende la logistique urbaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a maintenant des outils de collecte des données et qu'il faut penser surtout qu'on n'aborde pas les marchandises en ville en origine, destination, comme pour les voyageurs, mais qu'on va aborder les collectes de données en fonction des activités qui sont installées en ville et qui vont, elles, provoquer les flux. Donc, on va chercher plutôt les générateurs de flux plutôt que les origines et destinations. Alors, donc, on étudiera tout ça et puis surtout, les effets qui ont été réalisés dans la plupart des évaluations qui ont été faites pour voir ce qui a été le plus vertueux et pouvoir le disperser. Donc, enfin,
donc, ce qu'on a pensé, c'est que pour que l'observatoire fonctionne, il faudrait, enfin, que ce soit très efficace, il faudrait qu'on invite des villes européennes qui ont mené des mesures exemplaires sur le long terme à intervenir sur nos prochains séminaires, des chercheurs et des bureaux d'études ayant accompagné les collectivités européennes et expertisé les mesures mises en place pour améliorer l'efficacité économique et environnementale de la logistique du dernier kilomètre. Et les échanges entre les élus et opérateurs des pays européens permettront d'enrichir la connaissance sur les bonnes pratiques et stimuler les nouvelles organisations plus vertueuses. Alors, on avait pensé éventuellement à faire un petit ouvrage éventuellement de tout ce qu'on aura pu tirer de tous nos échanges. Et surtout, il faudra penser à intégrer dans nos réflexions tout ce qui concerne la concertation entre le privé et le public, comment se montent les consortiums de financement pour que ces expérimentations puissent marcher, et puis toutes ces démarches pluridisciplinaires qui vont impliquer à la fois tous les acteurs locaux, en fait, que ce soit les transporteurs, les collectivités locales, les commerçants surtout, puisque c'est eux qui produisent le plus de mouvements dans les villes, et puis la multimodalité pour laquelle on n'a pas beaucoup avancé, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a un grand nombre d'expérimentations qui ont été tentées, qui n'ont pas beaucoup abouti, et on peut dire que, par exemple, le report modal est quelque chose qui, pour le moment, est assez bloquant. On a très peu, à part les villes du Nord, qui ont vraiment un petit peu développé, par exemple, le transport fluvial. Il y a beaucoup de villes européennes qui ont des fleuves et qui n'ont pas beaucoup fait de transfert. Alors, c'est un moyen de massifier les flux, donc d'enlever la charge des routes, quoi. Et un grand nombre de comment dire, les objectifs communs ne sont pas toujours les mêmes, mais il faut bien penser qu'on a tous des spécificités. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on parle un petit peu des choses générales, mais que chaque pays apporte, ou chaque même ville, apporte sa vision des choses, parce qu'il peut y avoir des particularités qui ne peuvent pas être mises en place pour tout le monde. Alors, du coup, on sait déjà que la moitié enfin, il y a au moins 40% des villes qui ont déjà atteint presque leurs objectifs, hein, en vision de 2030, mais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas au niveau à l'échéance. Donc, il faut vraiment qu'on essaye de faire un effort pendant ce temps pour essayer d'améliorer et de voir comment, en commun, on peut s'échanger donc les bonnes pratiques, les outils qu'on a. Vous savez que maintenant, on a des outils qui permettent de savoir combien de marchandises, enfin, combien de livraisons sont faites en fonction des établissements qui sont dans tous les villages, dans toutes les villes, etc. Donc ça, c'est une mine de renseignements. Et donc, quand on pourra élargir à toutes les collectivités françaises et européennes, on va beaucoup avancer pour voir comment les villes se sont prises, quelles ont été les bonnes décisions et quelles sont celles qui ont réussi. Donc, écoutez, j'espère qu'on pourra faire des sessions où on aura plus d'invités, donc des pays étrangers et beaucoup d'acteurs de cette logistique urbaine à l'étranger, puisqu'au début, quand on a débuté avec Pierre, on avait commencé, la première chose qu'on avait fait, c'était de chercher les bons exemples. On était allé voir Padoue, on était allé voir Barcelone, des tas de villes qui avaient déjà aménagé des systèmes qui ont montré leur efficacité. Par exemple, à Barcelone, le partage de la voirie dans le temps et dans l'espace, c'était extraordinaire. Et maintenant, c'est quelque chose qui revient en route. Et du coup, pour nous, ça sera intéressant de voir les effets que ça a pu produire et pourquoi les autres ont des freins. Et on va essayer d'essayer de délier ces freins en expliquant comment on peut s'y prendre pour y arriver. Donc, écoutez, j'espère qu'on pourra tous ensemble faire un bon chemin pour échanger là-dessus. Je vous remercie. Merci à vous, Daniel. Oui. Est-ce que cette intervention appelle des questions, des remarques dans l'immédiat? Questions Alors, d'explicitation ou
avant de passer au débat final, s'il y a un point de compréhension de ce qui a été indiqué, autant poser la question tout de suite. Le débat, il Oui. sera pour la fin de la séance. Oui, oui, tout à fait. Si quelqu'un a des questions sur le mode de fonctionnement, sur des choses peut-être que j'ai pu oublier dans les choses sensibles, si vous voulez, mais vous savez, comme c'est un domaine très vaste, je pense que, voilà, attendez, est-ce que ça marche? Comme c'est un domaine très vaste, on aura sûrement des tas de choses, en fait, qui seront à modifier à mesure et on pourra débattre, en fait, de la façon dont on s'y prend à mesure de l'avancée des présentations futures, je pense. Vous voyez? Tout à fait. Je ne vois pas de main se lever pour demander une prise de parole. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous enchaînions. Mmh. Laetitia Dablanc était prête à partager son écran pour engager sa présentation. Donc, Laetitia, je vous passe la parole. Merci beaucoup Anne-Marie, Pierre, Daniel. Je vais faire un focus sur deux de tous les thématiques nombreuses qu'a présenté Daniel, les ZFE et l'urbanisme logistique, la question des entrepôts dans les plans d'urbanisme. Est-ce que vous avez vu ma présentation à l'instant? Elle est apparue, mais elle a disparu, en tout cas pour moi. Est-ce qu'elle est là? Elle revient, elle est là. Très bien, alors on y est. Je vais garder un déroulé un peu tronqué comme ça, parce qu'avec Teams, parfois des participants ont des problèmes pour bien voir les diapos si elles sont en plein écran, malheureusement. Et par ailleurs, je trouve dommage que Karsten n'ait pas pu suivre, parce qu'en ce qui me concerne, les sous-titres en anglais marchent très bien. J'espère qu'il n'y a pas d'autres personnes non francophones dans ce cas, parce que je trouve que c'est une avancée, et à 90%, on comprend très bien les propos du français à l'anglais. Donc les ZFE et l'urbanisme, question réglementaire liée à la logistique urbaine. Je me présente très rapidement. Laetitia Dablanc, je suis directrice de recherche à l'Université Gustave Eiffel et je dirige une équipe qui s'appelle la chaire Logistic City. Je me permets de vous la citer parce que nous mettons beaucoup de nos recherches en ligne, y compris sous forme de résumé, et nous avons un site à la fois en français et un site en anglais. On a par exemple un ouvrage sur les entrepôts urbains qui est paru dans les deux versions, et tout est en accès libre. Donc je vous renvoie également à ces centres de ressources qui également, bien sûr, serviront à alimenter notre observatoire européen. Donc très vite, sur les deux thématiques, les ZFE d'une part et l'urbanisme des entrepôts d'autre part, je commence par une carte intéressante qui ne vient pas de nos travaux dans mon équipe, mais qui viennent d'un site qui était à l'origine un site d'un projet européen et qui a été repris et actualisé par une compagnie privée aujourd'hui, mais qui met à disposition les informations qui me semblent qui me semblent précises et à jour. Donc ce sont les régulations d'accès dans les villes européennes. Donc les zones à faibles émissions, les péages, d'autres types de réglementation et les zones à zéro émission. Regardez l'ensemble de la carte. Visuellement, on voit certaines choses apparaître, par exemple beaucoup de réglementations de l'accès voitures et véhicules logistiques dans certains pays comme l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Un peu moins en France. Je reviendrai là-dessus parce que je sais qu'on a beaucoup de participants français aujourd'hui, donc je me suis permis également de faire quelques focus sur la France. Si on distingue cette carte en fonction des différents types de règles, voilà pour les zones à faibles émissions en Europe. Donc pareil, même constat, hein, la France est un peu entourée de pays qui en ont presque plus qu'elle. Pour les péages urbains, c'est encore plus net, il y a peu de péages urbains en général en Europe et peu de péages urbains sur la logistique en particulier, mais vous en avez donc en Scandinavie, au Royaume-Uni et bien sûr les grandes villes italiennes qui ont des péages sur des zones
assez restreinte de centre-ville, mais qui ont maintenant une organisation assez importante de paiement pour accéder dans les villes en fonction du type de véhicule. Et la logistique est concernée également. Alors, à partir de ces cartes, nous, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est des travaux d'analyse et en quelque sorte de classement des villes en fonction de l'impact et de l'efficacité d'une ZFE sur la logistique. Donc là, je vous présente un travail de 2021. Il faut bien prendre ça en compte parce qu'aujourd'hui, ce travail, on est en cours d'actualisation de ce travail, mais il faut bien savoir que, évidemment, toutes ces réglementations évoluent très vite. Notamment, par exemple, pour la France, elles ont évolué beaucoup depuis 2021. Donc, on a construit une sorte d'indice d'efficacité des ZFE logistiques à partir du nombre de ZFE dans un pays, de la valeur de la norme, est-ce qu'on interdit les poids lourds Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 6 et à quel niveau, et également à partir du type de système de contrôle. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est très très important de regarder comment une ZFE est dans les faits contrôlée et appliquée. Et donc on a distingué notamment un contrôle par des agents de police, humain en quelque sorte sur la voirie, donc ça c'est le grand système français et le grand système allemand, et un contrôle plutôt par des caméras qui lisent les plaques d'immatriculation, donc les caméras ANPR en acronyme anglais. Et donc ça c'est plutôt la façon de contrôler les ZFE de tout le reste de l'Europe, donc en dehors de la France et de l'Allemagne. Je vais y revenir très rapidement tout à l'heure. La Low Emission Zone, la ZFE de Londres, reste l'une des plus compréhensives et détaillées d'Europe, et voire du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est ancienne et elle a progressivement phasé des normes de plus en plus strictes. Elle a toujours concerné le Grand Londres dès le départ et non pas le centre de Londres pour ensuite s'élargir. Donc elle a été très intéressante dès le départ parce qu'elle a été métropolitaine. Et aujourd'hui, les normes concernées sont Euro 6, donc la norme la plus élevée avant, évidemment, le zéro émission ou le zéro diesel. Elle concerne les poids lourds et les camionnettes qui rentrent dans le Grand Londres. Elle est par ailleurs, depuis le début, contrôlée par ces caméras dont je viens de vous parler, donc des caméras qui lisent automatiquement les plaques d'immatriculation des camions et des camionnettes et qui ensuite regardent le registre des immatriculations pour vérifier que ces véhicules sont bien Euro 6. Plus récemment, donc, la stratégie du maire de Londres avait prévu en 2018 une zone à zéro émission dans l'hypercentre pour 2025. Il y a 6 mois, cette zone a été, disons, suspendue et repoussée à 2030, mais le texte n'a pas encore été publié. Donc un certain retrait sur la zone à zéro émission. L'Angleterre n'est pas la seule, il y a d'autres pays qui sont dans cette espèce de retrait de la planification pour le 2025, 2028, 2030 de zones à zéro émission ou de zones à zéro diesel, notamment pour la France. J'y reviendrai pour l'exemple de Paris et de Lyon. En revanche, donc, le maire de Londres a précisé que toute initiative des arrondissements, des boroughs, pour des zones à zéro émission serait soutenue par la mairie centrale, par le Grand Londres. Donc voilà la situation de la bonne low emission zone en Europe, celle de Londres, très métropolitaine et une norme assez élevée, donc Euro 6, avec un bon système de contrôle depuis le début, depuis 2008, des caméras qui lisent les plaques et qui automatiquement identifient les véhicules qui ne sont pas Euro 6. Alors pour la France, puisqu'on a beaucoup de participants, de collectivités françaises aujourd'hui, voilà le déploiement des ZFE en France à mi-mars 2024. J'ai repris la carte du site du ministère. Et vous avez donc en orange les ZFE en projet et en bleu les ZFE effectives, avec en triangle les ZFE qui sont les plus critiques au sens où elles dépassent les normes européennes d'oxyde d'azote et de particules, et en rond les ZFE qui ne dépassent que, entre guillemets,
les normes de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont plus strictes que les normes européennes. Mais vous savez que les normes européennes de NOx et de particules vont progressivement se rapprocher des normes de l'OMS. Et je rappelle pour la France que des décisions récentes ont été prises, donc, puisqu'il y a eu le comité ministériel sur la qualité de l'air de mars dernier, avec le retrait de 3 villes de la liste des villes qui dépassent régulièrement ces normes, et donc qui ne sont plus obligés, qui sont toujours obligés de mettre en place une ZFE, mais qui ne sont plus obligés de respecter la norme nationale, la réglementation nationale d'interdiction des voitures critère 3. Donc, c'est des voitures diesel de 14 ans à peu près et des voitures essence de 19-20 ans. Donc, Paris et Lyon restent bien dans cette obligation de mettre en place la norme pour les voitures, des particuliers critère 3. Alors, en revanche, le ministre a bien confirmé que les poids lourds, les 2 roues en général, donc y compris les très nombreux 2 roues pour les livraisons, qui circulent aujourd'hui, et les VUL ne sont pas soumis à cette réglementation nationale d'interdiction du critère 3 à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, le contrôle automatisé dont on parle depuis quelques années en France ne sera pas mis en place avant 2026. Puis une autre annonce, c'est la rétrocession du produit des amendes de ce futur contrôle automatisé aux collectivités. Donc là, je mets déjà quelques petits bémols, vous vous rappelez, par rapport au bon exemple londonien, qui est donc que les poids lourds, les VUL et les 2 roues de livraison ne seront pas concernés par le critère 3 et le contrôle automatisé ne sera pas mis en place avant un certain temps, qui est 2026. Si vous me permettez juste, Laetitia, une nuance là-dessus, les villes concernées ne sont plus dans l'obligation légale de par la loi, mais gardent la possibilité de, en l'occurrence Strasbourg, voilà, que je représente, a décidé de continuer sa ZFE, et d'autres le feront aussi. Donc il faut qu'on soit prudent, la loi ne nous oblige plus, mais les villes continuent d'avoir un pouvoir d'initiative et de souhaiter l'exercer pour améliorer la qualité de l'air. Absolument, c'est une précision extrêmement importante. Merci beaucoup, Anne-Marie. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants ou en présentation. Les collectivités territoriales françaises ont énormément d'outils, de leviers pour agir. Parfois, elles ne les utilisent pas à plein, mais elles ont dans le code des collectivités territoriales, le code de la route, le code des transports, elles ont beaucoup de possibilités d'agir sur la logistique urbaine. Et ça, c'est un très bon exemple. Je passe à un dernier exemple de low emission zone, zero emission zone, c'est celui de Rotterdam. Ça va me permettre de boucler aussi sur la question très importante des données que permettent les nouvelles technologies de contrôle de ces zones à faibles émissions, de ces zones à zéro émission. Donc, c'est l'exemple de Rotterdam. Donc, Rotterdam a, et pour le moment, n'a pas changé de phasage pour cet objectif, un objectif de Zero Emission City Logistics pour 2025. Ça ne concernera pas l'ensemble de l'agglomération, ni l'ensemble de la ville de Rotterdam, mais ça concernera certaines zones importantes. Et dans ce cadre, une feuille de route, une roadmap a été discutée en amont et publiée en 2019-2020, avec les différentes filières de transporteurs. Vous avez ici un tableau que j'aime bien parce qu'il montre une évolution graduelle par grande filière de transport, les colis, l'approvisionnement des chantiers, l'approvisionnement de tout ce qui concerne l'alimentaire, etc. L'évolution souhaitable décidée en commun des types de véhicules qui livrent. Donc vous avez à gauche la situation 2019 et à droite la situation à laquelle il est prévu d'arriver en 2025 avec les différents types de carburants proposés dans l'idéal pour chacune de ces filières et notamment l'électrique en vert.
Donc, c'est une sorte de phasage discuté en commun et filiarisé en quelque sorte à travers les grands secteurs de la logistique dans la ville. Donc, ça me paraissait un exemple très intéressant. Et par ailleurs, Rotterdam a donc des caméras LAPI qui lisent les plaques pour contrôler déjà l'accès à la ZFE et bien sûr dans le futur l'accès à la ZZE. Et je voulais juste vous donner un exemple de richesse des données que cela permet de collecter. Donc là, c'est juste un tout petit exemple à droite. Vous voyez Rotterdam qui suit quasiment au jour le jour le pourcentage de véhicules électriques pour les livraisons qui rentrent dans la ville. Ils ont évidemment cette donnée de façon anonymisée. On ne sait pas quel exactement véhicule va... on le sait, mais ce n'est pas conservé du tout pour les données et l'utilisation des statistiques. Mais on a globalement le pourcentage de véhicules en fonction de leur âge et donc de leur degré de pollution et donc de leur éventuelle capacité à être zéro émission. Donc c'est un suivi. La technologie de contrôle permet un suivi régulier d'un objectif politique qui est celui d'aboutir à un certain pourcentage de véhicules zéro émission. C'est un suivi qui est permis par l'objet technologique du contrôle. C'est ce qui me paraît très, très intéressant. Et les villes qui n'ont pas encore ces caméras, notamment les villes françaises et les villes allemandes, n'ont pas le potentiel de cette source de données et donc de suivi des objectifs politiques. Mon deuxième point, c'est un point sur les nouveaux entrepôts urbains et derrière le type d'urbanisme logistique que l'on peut identifier en Europe ou dans le monde sur ces nouveaux entrepôts urbains. Donc, 3 exemples ici pour vous montrer les gros entrepôts urbains qu'on peut recenser. Donc, un à Tokyo, un à Brooklyn, un à Paris. Celui de Paris, c'est celui de la Porte de la Chapelle pour ceux qui ont eu l'occasion de le visiter. On a aussi des petits entrepôts urbains, des tout petits, des micro-hubs, des moyens comme celui que je vous montre, c'est la Porte de Pantin sous le périphérique à Paris, donc c'est 1000 m². On a donc toute une gamme de nouveaux entrepôts urbains. C'est un exemple à New York avec un entrepôt qui, en plus, permet de faire stationner des quadricycles électriques sur le toit. C'est en plein Manhattan, hein, ce n'est pas une zone plus industrielle de Brooklyn ou du Bronx. L'apparition d'entrepôts multiniveaux dans les villes européennes, un peu sur le modèle des villes asiatiques, mais des niveaux moins élevés qu'en Asie. En Asie, c'est 10 étages. En Europe, c'est plutôt 2 ou 3, avec un certain nombre de nouvelles réalisations. L'apparition de problématiques, évidemment, pour ces nouveaux entrepôts urbains. Là, je vous montre une diapositive de plusieurs photos relatives aux Pays-Bas. Vous avez en haut à droite un entrepôt un peu idéal. Il est en zone, évidemment, très dense, à côté d'Amsterdam, mais il est un peu isolé du reste de la ville. Il est très pourvoyeur d'énergie avec beaucoup de panneaux solaires sur le toit. En revanche, en bas, c'est un exemple un peu moins idéal et qui est d'ailleurs, d'après mon collègue Laurie Tavasi, avec qui j'ai une discussion là-dessus, qui est également issu d'un certain d'un droit de l'urbanisme de ces entrepôts et de ces bâtiments industriels qui s'est localisé et qui n'est plus régional depuis une dizaine d'années aux Pays-Bas. Donc, ce sont des problèmes de conflit de voisinage avec des photos très parlantes où vous voyez des habitats qui sont tout près des entrepôts nouvellement installés. Évidemment, donc là, on est sur une problématique de gestion d'une très, très forte densité humaine et économique, qui est le cas, évidemment, des Pays-Bas et notamment de la région de la Randstad. Et à Londres, une autre problématique, c'est celle de gérer les coûts du foncier qui sont extrêmement élevés. Donc vous voyez à droite une carte qui recense l'ensemble de la disponibilité foncière à Londres pour la logistique. Et vous voyez qu'il y a peu d'identification d'opportunités foncières pour la logistique.
Et à gauche, vous voyez une des annonces régulières d'investisseurs, de foncières logistiques qui vont investir dans des urban hubs. Mais ces annonces sont, quand on les lit, moins nombreuses, je dirais, que dans les autres grandes villes européennes, tout simplement parce que le foncier londonien est extrêmement cher. Donc chaque pays, chaque ville a évidemment ses caractéristiques. Je termine, et pour vous donner également un exemple de droit de l'urbanisme, avec le cas parisien, qui est, lui, plutôt en avance sur, et la France en général d'ailleurs, dans ses documents d'urbanisme, sur les pays voisins, sur les villes voisines en Europe, en termes de prise en compte du foncier et de l'immobilier logistique dans les documents d'urbanisme, le PLU, mais aussi les SCOT et les schémas directeurs régionaux. Donc, par exemple, là, c'est le recensement fait par CBRE récemment dans un rapport des bâtiments à étages en Île-de-France existants et en projet. Existants, c'est en vert, et en projet, c'est les autres. Mais vous voyez qu'il y a déjà, ce sont des bâtiments nouveaux, hein, mais il y a déjà un certain foisonnement en zone ultra-dense, puisqu'on est essentiellement sur la zone de la métropole du Grand Paris, de ces bâtiments à étages, donc 2, 3, voire 4 étages aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'assez unique, je dirais, dans l'ensemble des grandes villes européennes. Alors évidemment, il y a des défis réglementaires, par exemple des PLU qui limitent souvent la hauteur à 15 mètres, évidemment toutes les problématiques de droit du travail pour l'urbanisme souterrain qui se développe également en sous-sol, donc problématique de droit du travail, problématique d'installation de bandes électriques. Mais on a là l'exemple d'un droit de l'urbanisme qui, quand même, est plutôt favorable à des innovations architecturales d'urbanisme en hauteur, d'urbanisme souterrain et d'urbanisme logistique, hein, pour les entrepôts, qui utilisent les friches et les délaissés urbains d'une façon générale. Donc, je rappelle que tout ça vient également de réglementation. Alors, celle-ci, c'est celle de l'article 151-16 du Code de l'urbanisme, qui est issu de la loi d'orientation des mobilités de 2019, qui permet justement, qui incite les règlements du PLU à intégrer l'entrepôt dans les documents d'urbanisme. Donc l'exemple de Paris, c'est le PLU de 2016 avec une sorte d'urbanisme logistique, donc avec de la logistique permise dans les zones de grands services urbains, notamment les grands entrepôts, et avec de la logistique non seulement permise, mais imposée dans ce qu'on appelle les périmètres de localisation logistique. Donc il y en avait 61, vous les voyez en rouge, dans le PLU de 2016, et ils seront renforcés et un peu plus nombreux dans le PLU qui est aujourd'hui en discussion, donc l'actualisation du PLU de 2016. Donc ça s'appelle le PLU, il s'appellera le PLU bioclimatique de Paris. Donc les PLOC, les périmètres de localisation logistique, où la logistique est non seulement autorisée, mais surtout obligatoire en termes d'espace logistique, sont confirmés. Donc se trouve dans l'annexe 4 des périmètres de localisation d'équipements jugés importants pour la ville. Et j'ai pris juste ici un extrait de cette annexe 4 où vous voyez pour le 3e arrondissement, par exemple, un équipement sur la parcelle Intel qui se situe à tel endroit. Donc vous avez les précisions bien sûr dans l'annexe qui est une annexe du règlement du PLU. Vous avez obligation de construire un équipement de logistique urbaine de 800 mètres carrés minimum. Voilà, ce type de règle est original. Si on regarde l'ensemble des documents d'urbanisme des autres grandes villes européennes. Et donc là-dessus, on a peut-être une sorte de modèle français qui commence à émerger. Je vais m'arrêter là pour ouvrir aux questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Laetitia, pour cette présentation très, très nourrie d'exemples, très complète, et également pour votre parfaite maîtrise du temps qui vous était alloué. J'ai vu que Daniel Paty avait levé la main, donc je vais vous passer la parole, Daniel, à moins que ça n'ait été une erreur de, erreur de manipulation. Non, je voulais demander à Laetitia ce qu'elle en pensait. Le problème des ZFE, à mon sens, a une particularité qui est un peu complexe, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une harmonisation entre les villes d'un même pays, avec des opérateurs qui interviennent dans toutes les villes, hein, en gros, si c'est des gros
les gros transporteurs, enfin, dans toutes les villes, est-ce que ça ne va pas créer d'autres soucis en termes d'accès? Parce que ceux qui auront des camions qui ne sont pas pour la zone de Grenoble ou d'ailleurs, et qui peuvent aller ailleurs, est-ce que ça ne va pas les obliger à faire des contournements qui vont du coup autant polluer puisqu'ils vont faire le tour et tout ça, donc ça va leur rallonger le truc. Ils ont une perte en rentabilité aussi et ça va créer la congestion ailleurs parce que ça s'est déjà vu quelque part. Donc je vais savoir comment on peut gérer ça et est-ce que ça serait pas astucieux aussi qu'on ait une réglementation à ce sujet qui soit plutôt européenne? C'est-à-dire qu'un camion qui fait de l'international, il peut livrer une ville en Allemagne, en France, mais qui puisse quand même rentrer pour délivrer. Donc, est-ce que les critères au moins devraient être un peu équivalents pour pas faire le bazar, tu vois, je veux dire, sur le territoire? Je pense qu'il faut garder une responsabilité locale sur ces questions-là et une coordination des villes pour aboutir évidemment à une certaine convergence. On ne peut pas avoir des normes trop différentes d'une ville à une autre. Je suis plus sensible à la problématique des agglomérations où là, les normes peuvent être différentes d'une commune à une autre et là, ça pose un véritable problème pour les opérateurs logistiques. Les grands signaux d'une grande ville européenne à une autre, effectivement, doivent être les mêmes. À mon avis, il faut vraiment converger un peu plus vite vers l'Euro 6 et un peu plus tard le zéro émission. Mais là, effectivement, il y a un vrai problème plutôt de convergence. Mais ça, je ne pense pas que ça puisse être une règle européenne stricte, ni même nationale. Bien sûr. Le pouvoir local doit rester dominant. Oui. Ok, merci. En sont là, je crois, à entrer dans le débat de fond. Et je vais juste rappeler concernant ce sujet que France Urbaine avait fait l'an dernier des propositions là-dessus sur l'harmonisation des ZFE au niveau national, en proposant notamment pour le monde économique que les dérogations adoptées le soient non seulement dans le même esprit, ce qui était déjà pas mal le cas, mais également bien exactement dans les mêmes termes d'une intercommunalité à l'autre. Et il y a tout un cahier de pratique qui a été partagé tout récemment à l'occasion de cette conférence de presse à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, pour être à disposition de toutes les agglomérations qui est en ligne sur le site du ministère, mais également sur celui de France Urbaine et du CEREMA. On pourra y revenir en fin de débat. S'il n'y a pas à ce stade d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées, eh bien je vous propose de passer la parole à Guy-Pierre Sachot, Groupe La Poste. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager un document qui va me servir de support pour cette présentation. Et j'aurais voulu savoir si vous voyez bien ce document en plein écran, en retour, puisque moi je ne le vois pas. Vous voyez tous mon document? Non, il est en petit. Il est en petit. Il n'est pas en grand écran. Il n'est pas tout à fait en grand écran. Ça y est, c'est bon. Il est en grand écran. Voilà. Donc, je suis Guy-Pierre Sachot, en charge du déploiement de la logistique urbaine pour Géopost et plus largement le groupe La Poste. Géopost, c'est l'une des entités filiales de la Poste française qui a une activité en matière d'express et de distribution de colis tout à fait importante, puisqu'elle représente en termes de revenus, elle représente en 2023 plus de 45% du revenu du groupe La Poste. C'est une entreprise internationale qui a des activités en direct sous les marques qu'elle détient ou par partenariat dans 26 pays européens et elle a sur le marché du colis et de l'express une part de marché de 13,6%. Là, ce sont des chiffres de 2021, ce qui lui permet d'être l'opérateur leader dans 6 pays, la France, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Baltes et la République tchèque, et d'être le 2e ou 3e opérateur dans les autres pays qui sont indiqués sur cette carte. C'est un opérateur qui intervient dans les pays que je vous ai indiqués, à raison, en termes d'activité, d'à peu près 8 millions de colis délivrés, distribués chaque jour.
C'est par ailleurs un opérateur international, au-delà de l'Europe, et qui, avec des partenaires, est en mesure, sur pratiquement tous les continents, de délivrer tous les jours des colis dans des délais rapides de l'Express ou des délais un peu plus longs. Et bien entendu, dans chacun de ces pays, de la même manière, on peut collecter des flux et les distribuer dans tous les autres pays du réseau. Une activité, donc je vous l'ai indiqué, relativement importante, plus de 15 milliards de revenus en 2023. C'est une activité qui s'appuie évidemment sur des flottes de véhicules, on va y revenir, et c'est donc plus de 2 milliards de colis qui ont été distribués l'an passé. Ça mobilise 57 000 personnes, et puis c'est une activité qui s'appuie aussi sur un réseau de points de distribution hors domicile, que sont les points relais et les consignes, pour un total de 108 000 points. Et c'est un opérateur, on va y revenir de manière plus détaillée tout à l'heure, mais qui s'est engagé dans une démarche très proactive de réduction de ses émissions carbone et qui l'année dernière, en 2002, donc, a réduit d'un peu plus de 25 tonnes la totalité de ses émissions par rapport à 2023. Alors, la Poste d'une manière générale et Géopost en particulier sont aujourd'hui très engagés dans une politique visant à réduire l'empreinte environnementale de la livraison. Et le constat que nous faisons comme opérateur, c'est que cet objectif ne peut en réalité atteindre son but que s'il est porté avec les territoires. Nous pouvons bien entendu décarboner nos flottes. C'est une décision d'entreprise, et dès lors que le marché est capable de proposer des moyens, des véhicules de livraison à faible émission, nous pouvons les acquérir. Pour autant, si les véhicules dont nous faisons l'acquisition ne trouvent pas suffisamment de bornes de recharge, de points où on peut s'avitailler, alors on peut se trouver dans une situation où nous sommes bloqués dans notre effort de décarbonation. Cette situation n'est pas pure hypothèse d'école. Nous avons aujourd'hui de réelles difficultés dans les territoires où notre décarbonation des moyens de livraison est la plus avancée. Nous avons de réelles difficultés pour obtenir, là où c'est nécessaire, une disponibilité de points de recharge qui permettent d'utiliser de manière efficiente les véhicules dont nous disposons. Dans ce slide, j'évoque l'impact environnemental du transport de marchandises en ville. Il a déjà été évoqué de manière plus détaillée par Madame Pattier, je ne vais pas y revenir. Ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que il y a une complémentarité des actions entre opérateurs et acteurs territoriaux qui est absolument nécessaire à prendre en considération et qui nous oblige en réalité à travailler de manière concertée pour arriver à deux objectifs. D'un côté, réduire les distances parcourues, puisque c'est un levier efficace de réduction des émissions, et d'un autre, et en même temps, d'agir sur la nature des moyens de transport qui sont utilisés pour réduire les émissions qu'on mesure toujours, en ce qui nous concerne, rapportées à l'objet transporté. Donc, bien évidemment, dans le cadre de nos différents rapports à nos parties prenantes, à nos administrateurs et au pouvoir public, nous mesurons la somme de nos émissions sur l'activité de transport, mais pour vérifier, et notamment auprès de nos clients, que nous sommes performants, nous mesurons ces émissions rapportées à l'objet distribué, puisque ça parle davantage aux citoyens, aux consommateurs, que les volumes globaux d'émissions, les tonnes de CO2 que nous réduisons chaque année.
sur les distances parcourues, ce qui peut contribuer à réduire les émissions, on le détaille dans ce tableau, c'est différentes initiatives qui relèvent à la fois des opérateurs et des acteurs publics. Sans entrer dans le détail, puisque un certain nombre de points viennent d'être évoqués par Madame Dablan, pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, nous devons travailler, ce que nous faisons, sur l'optimisation des chargements, sur l'adaptation des itinéraires, également sur tout ce qui permet de réussir une livraison en première présentation, et ça par une communication continue, je dirais presque permanente, avec le client destinataire pour, même dans un certain nombre de cas, rediriger en cours de processus de livraison le colis vers la destination finale. Sur les moyens de transport, ce sur quoi nous agissons, c'est l'adaptation de nos moyens de transport pour faciliter la mobilité du plus grand nombre de volumes en recourant au plus petit nombre de véhicules possible. Moins on a de véhicules sur la route, et évidemment, moins on émet de CO2. C'est agir évidemment sur les énergies, pour opter pour les moins émissives. Et aujourd'hui, outre l'électrique, nous utilisons également, notamment pour les liaisons intercites, des véhicules au GNV et au bio-GNV. Et puis, ça a été évoqué par Madame Pattier, nous travaillons sur le sujet de la multimodalité à travers différents exemples que je vais illustrer tout à l'heure, et parmi lesquels, bien entendu, la cyclo-logistique, qui est un auxiliaire pour la distribution du dernier kilomètre, même si la cyclo-logistique est de moindre utilité, évidemment, sur les liaisons interrégionales ou les liaisons d'acheminement, parce que les volumes transportés sont trop faibles pour qu'on puisse utiliser des vélos cargo dans tous les liaisons, dans tous les usages de nos activités. Du côté des acteurs publics, ça a été évoqué, l'action sur les moyens de transport peut intervenir par la réglementation. On a évoqué les zones à faible émission, mais il y a également des réglementations qui peuvent faciliter l'implantation d'infrastructures de recharge et d'avitaillement, des réglementations tout à fait utiles également sur le stationnement. Et puis, un point qu'on aime bien rappeler, c'est que les acteurs publics sont aussi des acteurs de la logistique urbaine, soit en tant qu'opérateurs en compte propre, soit en tant qu'acheteurs pour leurs propres fournitures. Et le levier de la commande publique est sans doute un des leviers sur lesquels les collectivités peuvent le plus agir. Sur la réduction de l'empreinte carbone, une des questions que le groupe La Poste s'est posée et à laquelle il a maintenant une réponse, c'est de savoir comment pouvons-nous de manière efficace réduire nos émissions en ayant une approche qui soit une approche qui parle à nos parties prenantes et qui ne soit pas de pure communication. Et donc, le groupe La Poste, à la suite des accords de Paris pour le climat, s'est choisi un objectif extrêmement exigeant de réduction de ses émissions nettes à 2040, puisqu'on vise un objectif de 0 émission. Et ça touche d'autant plus notre secteur au sein du groupe, celui du transport et de la livraison, que ces émissions représentent pratiquement les 3/4 des émissions du groupe La Poste. Ce qui est bien naturel quand on connaît évidemment nos activités. Alors, aussi bien le groupe La Poste de son côté et d'autres opérateurs comme la Banque Postale par exemple, mais Géopost également en tant que tel, ont choisi de se fixer une trajectoire de réduction des émissions qui a été soumise à l'examen de l'initiative SBTi, et le groupe La Poste et Géopost sont les entreprises françaises qui
pour les premières, notamment dans le domaine du transport, de la logistique et de la banque, ont une trajectoire certifiée par l'initiative SBTI. Et donc cette trajectoire est d'ores et déjà mise en œuvre et nous souhaitons devenir, en tout cas chez Géopost, une référence internationale de la livraison durable avec l'atteinte d'un objectif dès 2040. Objectif qui est déjà mis en œuvre avec chez Géopost en 2023 plus de 2500 nouveaux véhicules à faible émission qui sont entrés en activité dans notre réseau, avec l'intégration de camions électriques, biogaz, biocarburant dans la flotte des poids lourds, ce qui fait qu'à fin 2023, Géopost a déjà une flotte de 9000 véhicules à faible émission et on constate une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la deuxième année consécutive de moins 25 000 tonnes. Je vous ai dit 25 tonnes tout à l'heure, c'était en milliers. J'espère que vous avez corrigé de vous-même, sinon je vous le redis ici. Pour le groupe La Poste, sur la même période, à fin 2023, c'est 37 000 véhicules électriques et c'est 40% de la flotte de livraison urbaine qui opère dans les métropoles, qui est déjà à faible ou très faible émission. Ça représente plus de 5 000 véhicules et 7% de ces véhicules, donc on tangente les 400 véhicules, sont composés de vélos cargo. Alors, évidemment, parmi les leviers d'action, on a la décarbonation, on en a d'autres, et on a également des travaux qui portent sur ce qui sera possible de faire à l'avenir, aussi bien avec des véhicules autonomes qu'avec des robots de livraison. C'est le déploiement des vélos cargo, j'en ai parlé, puis sur l'immobilier, la mise en place d'espaces de logistique urbaine, comme ici à Madrid. Si on fait un point sur l'ensemble des initiatives européennes, alors on aurait du mal à toutes les lister sur un seul slide. J'ai essayé ici de donner quelques illustrations sur différents pays européens, ces illustrations pouvant nous aider aussi à identifier finalement des thèmes de travail en commun dans le cadre de cet observatoire. Donc, si je démarre par nos amis estoniens, ils travaillent, eux, sur deux sujets qui nous intéressent beaucoup pour l'avenir de Géopost. D'une part, les véhicules autonomes, qui sont des véhicules téléopérés et qui peuvent transporter un certain nombre de charges pour la livraison urbaine dans la ville et surtout pour assurer des liaisons d'acheminement entre sites. Et donc, après avoir fait un premier test, ils envisagent d'étendre ce test à un nombre plus important de liaisons dès cette année. À Yuri, il y a déjà des fourgons électriques à faible émission qui circulent. Il y en avait 25 à fin 2023 et ils sont en train de construire le plus grand parc de recharge de véhicules électriques d'Estonie. Vous voyez que cette question de la recharge est au cœur de nos préoccupations et oblige les opérateurs à trouver des solutions sur chacune des plateformes à partir desquelles nous opérons. À Bâle, en 2023, était ouvert le troisième Green City Hub qui permet de livrer l'ensemble des véhicules à Bâle avec des véhicules électriques, l'ensemble des colis, pardon, avec des véhicules électriques. Et ce hub relocalisé permet d'économiser donc des distances parcourues. Ça donne à voir ce que je vous disais tout à l'heure, comment l'immobilier logistique peut nous aider à réduire nos émissions carbone, et notamment en permettant la réduction des distances parcourues, avec une réduction des gaz à effet de serre de 70%. En Italie, comme à Yuri, un gros travail engagé sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques, en partenariat avec un fournisseur de chargeurs. Et l'objectif, c'est de parvenir à plus de 500 bornes de recharge installées pour le dernier kilomètre dans les mois et les années qui viennent. En Allemagne, alors on commence à travailler sur un modèle de transport en vrac de colis vers des conteneurs à partir desquels des vélos cargo
vont démarrer leur tournée de distribution. Et ça, dans un rayon de 3 km autour du centre-ville. On recherche sur ces initiatives avec les vélos cargo et ces conteneurs des moyens de mettre en œuvre de manière très opérationnelle la multimodalité en réduisant les émissions du dernier kilomètre. À Milton Keynes, en Grande-Bretagne, c'est un robot de livraison autonome qui a déjà parcouru plus de 800 km à raison de 2500 trajets, qui, sur la base de cette expérience, va pouvoir permettre que dans 10 autres villes, dès cette année, en 2024, et pas en 2924, comme écrit par erreur, nous puissions commencer à généraliser la livraison par des robots avec évidemment un très gros travail d'exploitation grâce à l'intelligence artificielle des données sur ces activités. En Irlande, ce sont des livraisons qui sont désormais en totalité opérées avec des véhicules électriques à Limerick City. C'est 500 000 colis par an, rien que pour cette ville, et 120 tonnes de CO2 économisées chaque année. En France, 41% du parc de véhicules de DPD pour la livraison dans les métropoles est à faible ou très faible émission. Ce programme va se poursuivre et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, DPD atteindra très certainement, donc dès le 1er juillet de cette année, 85% de son parc pour la livraison dans Paris à faible ou très faible émission, avec une part croissante de vélos cargo. En complément de l'action sur les véhicules, nous avons une action très forte sur le maillage du territoire en points de collecte et en consigne, qui peuvent être un levier très important de réduction des émissions si, bien entendu, les clients destinataires viennent récupérer au point relais ou dans les consignes les colis qui leur sont adressés avec des moyens de mobilité qui sont eux-mêmes à faible émission, mais si ce réseau de livraison hors domicile est bien maillé, ça peut permettre de récupérer des colis en mobilité douce, en venant le chercher à la consigne ou au point relais à pied ou à vélo, et on a alors un levier de décarbonation du dernier kilomètre qui est important, ces consignes permettant de récupérer ou de retourner des colis, permettant aux commerçants locaux de déposer eux-mêmes dans ces consignes des colis pour leurs clients destinataires, clients du commerce. Et puis ça permet également localement d'avoir un automate d'échange d'objets entre artisans, commerçants et leurs clients, ou entre les clients et leurs artisans, ou entre particuliers entre eux. D'autant que ces consignes comportent désormais, lorsque c'est nécessaire, un espace réfrigéré qui permet d'étendre le champ du service de la consigne à des produits frais, en température contrôlée, et qui, du coup, permettent à des activités, notamment au commerce de bouche, de s'appuyer sur ce type de solution pour étendre les services à leur clientèle. Les consignes, c'est juste un petit focus, je vais passer assez vite, mais je l'ai cité dans cette slide précédente, levier ou moyen de connexion entre les habitants et entre les habitants et les commerçants. Voilà, ce sont des équipements multiservices qui s'enrichissent de nouvelles propositions de services, permettant évidemment le retrait et l'envoi retour des colis e-commerce. Je dirais que c'est presque la fonctionnalité aujourd'hui la plus usuelle, mais on peut aussi et désormais avec le frais retirer des produits alimentaires. On peut aussi, via la consigne,
récupérer des produits qui ont pu être préparés par des commerçants locaux et récupérés dans la consigne, par exemple, des paniers, plateaux repas, des fleurs, enfin que sais-je. C'est également un levier pour du click and collect effectué chez un commerçant de proximité qui a une marketplace, une place de marché locale. On peut évidemment réserver les casiers pour différents services d'économie collaborative ou de conciergerie. Et puis, on peut évidemment, pour les collectivités elles-mêmes, utiliser ces consignes pour des services aux administrés. Vous voyez, un ensemble de services accessibles à partir de ces automates qui permet d'imaginer qu'une partie de la mobilité des marchandises puisse être opérée par les destinataires piétons si possible ou en mode doux à chaque fois que possible. Voilà, c'était un aperçu destiné à donner à voir comment on peut décarboner. On n'a pas pris dans cet exposé, j'ai pas pris tous les leviers d'action, mais ceux qui peuvent peut-être vous parler et puis donner à voir comment on peut, de manière très concrète et dans différents territoires, travailler sur ces questions et comme le suggérait tout à l'heure Madame Pattier, bien évidemment chaque fois en relation très grande avec les pouvoirs publics locaux. Je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment à votre écoute et prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Guy-Pierre pour cet exposé très intéressant. Je vois que Daniel a à nouveau levé la main. Essayons de faire assez rapidement cet échange pour qu'on laisse suffisamment de temps à Kerstin Muselmann pour s'exprimer avant de revenir au débat final. Daniel, je vous en prie. Monsieur Sachou a soulevé tellement de problèmes différents que je voulais au moins un petit peu m'intercaler pour l'interroger sur ce qu'il en pense. Mais quand vous parlez tout à l'heure de ce qui se passe à l'intérieur des villes, en fait, pour les camions, parce que c'est pas le tout qu'ils y arrivent, qu'ils puissent se recharger et tout ça, il faut surtout qu'ils aient des aires de livraison pour livrer, on est bien d'accord, et qu'ils soient de taille. Or, on remarque aujourd'hui que les villes font des couloirs de bus dans lesquels s'enfourchent aussi tous les vélos cargo, etc., qui sont en bordure de trottoir, et ont supprimé finalement toutes les aires de livraison. Donc, vous voyez des quartiers, je vous donnerai des villes en exemple parce qu'il y en a pas mal, vous avez donc une voie de bus dans un sens, une voie de bus dans l'autre, et au milieu, il n'y a plus qu'une voie de circulation. Donc là, il y a deux choses qui sont extrêmement graves et c'est un point qu'il faudrait qu'on aborde dans des prochains observatoires parce que c'est de danger public en fait complet. C'est-à-dire que vous voyez le camion qui veut livrer, il y a des commerces, si vous voulez qu'il y ait des commerces, il y a forcément des camions qui viennent pour livrer. Et en plus, dans des centres-villes qui sont très commerçants, il y en a beaucoup des gros camions qui sont obligés de venir parce qu'autrement, vous en avez 50, donc c'est pas une affaire. Les camions, ils se mettent donc sur la seule voie qui est disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils descendent avec leur chariot, si vous voyez la complexité, avec leur petit truc pour traverser. Et là, il y a les bus qui passent, les vélos. De l'autre côté, il y a le bus qui passe. Ça veut dire qu'ici, vous créez des congestions. Moi, j'ai fait des calculs. Je vais faire un reportage photo pour vous faire voir ce que ça donne. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, où autrefois, on mettait un quart d'heure, on a mis jusqu'à 1h30. Et sans compter la dangerosité des vélos qui passent justement entre le camion qui va redémarrer. Moi, j'ai une petite Smart, j'ai fait une photo pour montrer qu'à un endroit où il y a un camion, quand on essaye de déboîter puis que le bus arrive à ce moment-là, eh ben, vous pouvez vous faire tuer à tout moment. Donc, il y a un vrai problème d'espace public. Ça, je pense que dans nos ateliers, il faudra parce que je vous donne que cet exemple, mais j'en ai plein d'autres que je voudrais aussi, sur lesquels je voudrais débattre, qui sont tout aussi importants et surtout dangereux. Donc, il faudra qu'on réfléchisse à des solutions. Il faudrait qu'on voit vraiment avec les collectivités locales, parce que ça, c'est vraiment l'affaire des pouvoirs publics sur l'occupation de la voirie. Comment on fait? Or, on connaît déjà, en Europe et en France aussi, des villes qui ont déjà fait des systèmes qui permettent à la fois de partager la voirie, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire qu'on a par exemple, nous à Lyon, la rue qui est la plus principale de Lyon, qui va du Rhône à la Saône, où il n'y a que des commerçants, où c'était le bazar. On peut vous faire voir des trucs où c'était bloqué pendant 1 heure des fois. Là, aujourd'hui, ils ont une voie
qui est réservé de telle heure à telle heure pour tout le monde pour livrer les marchandises. C'est-à-dire que ça peut être le commerçant aussi, parce qu'on dit toujours le commerçant aussi, ça fait partie des acteurs qui font beaucoup de déplacements. Et du coup, si vous voyez comme ça marche bien, parce que du coup, ils ont, enfin, on y reviendra, mais des disques parce qu'ils ont des horaires de passage, et à partir de telle heure, plus aucun n'a le droit, et la voie redevient possible pour les autres. Donc, si vous voulez, il y a des modulations à voir. Enfin, dans tout ce que vous avez dit, je pourrais intervenir sur tout, parce qu'il y a plein de choses qu'il faudra qu'on intègre dans nos trucs qui sont vraiment essentielles, parce que c'est à la fois les endroits les plus difficiles, quoi, Donc, après, je vous poserai d'autres questions, parce que j'aurai d'autres choses à vous demander. Je ne vais pas pouvoir répondre à la question de manière complète. Juste deux points. Un, vous dire que, bien évidemment, les sujets que vous évoquez sont des sujets sur lesquels le dialogue avec les collectivités est absolument nécessaire. C'est ce que nous faisons, notamment avec les métropoles. Il y a 17 métropoles en France avec lesquelles on a des cadres de dialogue établis et qui fonctionnent. Le deuxième point, c'est que il y a à opérer une distinction entre, d'une part, les livraisons opérées chez les clients, entreprises, commerçants, avec des véhicules qui sont parfois des véhicules de forte capacité, parce que quand on livre, par exemple, un supermarché de quartier, bien évidemment, on doit être à l'arrêt souvent pour 20, 30, 35 minutes. Donc, premier cas d'usage, on livre des entreprises avec des volumes importants. Et deuxième cas d'usage, on livre du colis, de l'express. Et en fait, plus que d'aires de livraison, ce sont de dispositions permettant des stops de courte durée pour livrer un colis à un client entreprise ou particulier. Ça prend 3 minutes et on repart. Et donc, ce sont ces deux cas d'usage qu'il faut travailler dans le dialogue avec les collectivités. Merci Daniel pour la question. Merci Guy-Pierre pour le début de réponse et pour l'ensemble de l'exposé. Je vais sans plus tarder passer la parole à Karsten Hülsemann. Es tut mir leid, dass Sie am Beginn des Treffens Sie mich nicht verstehen konnten. Ich hoffe, dass die Übersetzung jetzt gut funktioniert zu Englisch. Und ich erteile Ihnen ganz gerne das Wort. J'ai souhaité la bienvenue à Karsten Hülsemann et je lui passe la parole pour nous parler de l'expérience de Brême. Merci beaucoup, many thanks. Clarisse, will you pull up the slides and then I just say next, or should I share my screen? As you wish, you can share yours. You should have the... I shall try. Yeah, you can do it. Normally you have the authorization. But if it doesn't work, we can do it. Yeah. I don't know what you're seeing now. We're seeing the first page of your presentation. Okay. So yeah, first of all, thanks for having me here, and I hope to be making less of an intervention than a contribution or a small illustration. Intervention sounded scary to me, but I'll try to give you a short look into some of the things we've done in Bremen. To start with, is it moving forward? Can you see the next page? Yes. Okay. The city of Bremen, for those of you who may not be aware of it, is in the northwest of Germany. Harbor city, 570,000 inhabitants. And the key industries have been food, with a brand of beer that some of you may know, have been automotive, with the largest automotive business being the Mercedes plant, has been aerospace, and with Airbus and OHB located in Bremen. And also it's been a harbor city and logistics hubs for years and years and decades ever since. So what is it? We've taken some of the steps we've taken in Bremen. Let me say first, I only joined the city of Bremen in September 2020 with the start of a project. So I'm 3.5 years now, I guess, into the working for the city of Bremen with a background in automotive myself. So city of Bremen was one of the first cities in Germany that created a sum, which in 2014, which is 10 years back, looking forward up to 2025. And it immediately won the prize, the European Sump Award, in the year that followed.
And that sump in German Verkehrsentwicklungsplan, DEP, was then followed up by a master plan, by a Green City master plan 3 years later, which is building on the sump and featured some elements of SOLP and logistics, but not a whole lot. And then more recently in 2020, a process was started with a selective update of the existing sump with a vision of Bremen for the year 2030. And it had 4 focus areas. And the first one being the car-free inner city, park in the neighborhoods. The second one, public transport strategy and the city regional transport concept. And again, you say, where's logistics in there? Where's urban logistics? There's in so many other cities that have kind of similar sums. It's often a 100+ page document where logistics is relatively sidelined. Similar situation here in that in one of the areas, the car-free city, the Autofreie Innenstadt, had a reference to loading and cargo zones and also reference to micro depots, but it's still relatively little, and the same shows up. Loading zones, micro hubs for CEP services, small vehicles or cargo bikes. So that's part of the extension of the sump. And as you can see, it's pretty much on the sidelines. There's 2 other things that we've done recently. Research project funded nationally by the German Federal Ministry for Digital and Transport. And one was a feasibility study looking into, again, loading zones in Bremen and potentials to make them and turn them into smart loading zones. And the second one, looking at typical archetypal urban neighborhoods from inner city to close to the inner city with a kind of mixed commercial inhabitant environment all the way to the outskirts. So we defined 3 different types of neighborhoods in the city for which we did a study and concept development of exemplary solutions. So that was ongoing, but a big push forward we received from the project ULATS, which certainly Laetitia would know of. And the project started in September 2020, which is when, like I said, when I joined the city of Bremen as a project coordinator. And it has 3 lighthouse cities of Bremen, Groningen, and Mechelen, in which we piloted and trialed various things. And it has 4 satellite cities with Edinburgh, Bergen, Alba Iulia in Romania, and Rome. And the project, due to COVID, was prolonged by half a year to 42 months. And it had 25 partners in the consortium from 8 different European countries. And what we did in ULATS is we developed and tested solutions for sustainable last mile parcel delivery in the cities, trying to reach the triple target of people, planet, and profit, meaning it's got to be socially sustainable, it's got to be ecologically sustainable, and it's got to be economically sustainable at the same time. There's 2 schemes with 5 solutions that we tested. Oh, I'm sorry, I got to kill my telephone here. Sorry. 2 schemes, 5 solutions, and 3. One is collaborative and shared urban logistics, and the other one is integrating passenger and urban freight network. And of these 5 solutions, which you can see here again, there's 3 of them that we trialed in Bremen. The other ones were trialed in the other lighthouse cities with a mix of cars. I'm referring to the ones in Bremen. Returning to the freight village that you've seen earlier in a screenshot a few slides back, that was established in the mid-80s in Bremen and was really the first of its kind. And it's still the largest, or in 2020 was still the largest of its kind in Europe. 4.7 million square meters and over 160 enterprises now and quite a few employees. And that's about, it's tri-modal hub, so it's waterways, it's rail, and it's motorway road traffic. And it's this community that formed in the GVC in the freight village that triggered a trial that we then could do in ULATS. So what happens is this. Mm-hmm. Because this is really mostly companies, general shipping companies, rather than CEP services, that's where we started out saying, okay, let's try and prove you can actually deliver on the last mile heavy general cargo rather than small packages, also using cargo bikes. And that was what was tried. So what happens is this: every morning,
a 7.5-ton truck, or it used to be up 1 or 2 7.5-ton trucks, leave the GVC, which is this area again in the top left of the corner that you can see, and make the about 10-kilometer trip to the Bremen's inner city. Right in the inner city, this is the old town of Bremen, and this is where the micro hubs are positioned. So we started out with a micro hub from the Reitel, which is a company based in Bremen that builds those heavy cargo bikes, that builds those dedicated small containers. Just to give you an idea of the size, they can fit 3 by 3 Euro pallets, like 9 Euro pallets is the space that they take. So that was started in Uhlaz. And this is what it looks like in what was earlier on an equal environmental loading zone where low emission trucks were supposed to deliver. But with the advent of this, we then started delivering, as you can see here, in the relatively huge boxes and palleted goods in the inner city. In the process of Uhlaz, we were able to open a second micro hub, and you can see at the left, you can see them in the old town. On the right-hand side, you can see that in a mixed zone close to the inner city. And in the process of Uhlaz in July 2021, we started operating 2 micro hubs, and the one you can see on the right-hand side, this was after one night in a relatively alternative subcultural environment where it only took one night to be sprayed all over. But the positive effect was we could double freight volume within the first 2 months of operation with the 2 hubs. So that worked pretty well initially. And then we thought about the idea of upscaling and expanding, locating and operating further micro hub sites. And we were looking at the one that you can see with the 4 here, which is by the old freight train station, not yet in operation, could be. So while the first hub was on public ground, the first one you'd seen, but is using a special permit for the operations, the second hub was also on almost public ground, parking ground operated by a Bremen City-owned parking operation. And there were simply 3 parking spots were rented on a long-term basis. It turned out that the critical volume for this micro hub number 2 kind of did not last. So over the course of Uhlaz, that second depot was stopped being served, and the focus remained on the inner city. So what we learned was kind of one of the learnings that we had from the trial, but it's also one of the advantages that you're in a EU-funded program that is research in action, that you can actually do research and you can learn from things that do not quite work out as planned, but still provide a lot of insights and lessons learned. So what happened is with the third micro hub that we had it, and you can see this now in the top picture, back to back with the first and original one. The third one, which is now in fact the second one, if you did subtract the micro hub number 2 no more in operation. That one was launched in May 22. And it's like I said, it's back to back, and it added a new partner. And then the new bit of it is that new partner is Transorflex, which is a CEP carrier or a CEP service specialized in medical and pharmaceutical practices. So they're serving a very specific customer base. And you can see when they joined the party, without public funding, the number of shipments, packages kind of increased eightfold, while the average weight, which was in around 70 kilograms before, i.e. much more than typically DHL or UPS or Geopost would ever carry. Fewer shipments per day, that number increased, but the average weight went down across the entire. So that's what we currently have in operation. The idea is that we plan to expand this to further logistics partners, i.e. finding more general cargo partners in the freight village. We aim to combine this with CEP carriers like you've seen, and we're still scouting for additional micro hubs in other locations and city districts. But the challenge appears to be so many pilots have stopped operating after the public funding was coming to an end. And so the challenge here is achieving long-term economic sustainability of the system as well. And it looks pretty good in that Uhlaz concluded in February 2021
24, I mean, just a month ago. And the partners continue beyond their trial phase, so they have every intention to continue this operation and as a serial operation beyond the pilot stage. So insights from the trial, upscaling and extension can work out, but as you've seen from RICO-Hub number 2, are not on autopilot. It does take initial financial support, or it did in our case. It did take initial financial support to fund and kickstart the process, and we learned a lot about project methodology along the way. We had as part of ULATS, we had a second trial, which was very, very different in that it was about cargo bike sharing, and for what my colleague used to term private micro-logistics. Now, you may say, well, what's new about that? Cargo bike sharing is not exactly original. We had a partner, the ADFC, the German Bike Association, and the Bremen chapter of the Bike Association, and they operate these kind of feature-branded bikes, which they had in inner city locations. And due to ULATS, we were able to add bikes to the system in more outlying areas to see what the use patterns of use. And as you can see from the red dots here, they're usually pretty heavily booked by the day. And they can be booked at no cost. So it's not really a business model that's behind it, but really like a social business model. Those feature bikes and other feature bikes are financed through donations by the users and by sponsors. And the ULATS paid for bikes were stationed in more outlying areas. So we try to get a picture of would they be used in any different ways or for longer distances, that sort of thing. And it turned out that what we learned from the trial is, again, this had to do with upscaling. And part of ULATS was what is the business model behind all this? And here it's social value versus financial cost. Keeping in mind that the survey results, which ADFC, the Bike Association, did, showed a highly positive impact on CO2 saving, with more than half of recipients of the survey saying if it hadn't been for that rental cargo bike, we would have taken a car for that trip. So there's a substantial impact on CO2 saving and on that one. The third trial, and you should read trial 3 here, was a cargo hitching simulation. Or the original plan was to do this in hardware on the Daimler premises. And then we decided, due to practical hurdles that I'm happy to get into, that our partner VIA, or at the time of the grant agreement, still VIA Van, a joint venture of Daimler and VIA, now wholly owned by VIA, they ran a virtual trial. So based on their operation of on-demand service for passengers and cargo, and we kind of quote-unquote Bremenized their real-life data and adapted, and we looked at what would be a reasonable area for which we could try and simulate that run of a combined passenger and cargo service on demand. And that's the simulation that VIA did, and the insights yielded is that there's a vast differences on the efficiency of different cargo hitching models that you've seen in the previous slide. We learned a lot about the importance and impact of location selection, because it's taken us quite a bit of time to find the proper area, district, or described closely to run that kind of simulation. And thirdly, there's operational limitations of cargo hitching. For example, like I said, it was originally planned as hardware on the Daimler premises on the Mercedes plant, within the Mercedes plant. And very simple, like when we said, okay, like packages usually don't board and unboard vehicles themselves like humans would do. So what happened, and the Daimler told us there's no way, because the drivers of these on-demand vans, they're limited, physically limited, in that they couldn't load and unload 30+ kilogram packages. So there's no way. There's operational limitations of cargo hitching that sometimes in the way of a still appealing solution, which we typically come across over and over again, cargo hitching in the form of cargo trams or other ways. So we had quite a few insights from that trial as well. And then we did a video, and in our ULATS video, there's Yuli, and Yuli has a capability. He can board and unboard vans, but like I said, that typically is not the case in reality. The packages are boarding. And we had a second trial. If you want to look onto the ULATS website, you'll find another trial with an autonomous
vehicle operated in Mechelen going around in circles in a geofenced area, and that was not only an autonomous vehicle going at slow speed, but it had package lockers inside that small vehicle, and they were being tested. So if you're curious to learn more about that, that would have been part of the Mechelen trials. And that was my dash through the trials in Bremen and showcasing one of them. And I'm happy to answer any questions as long as they're preferably in English or German. Sorry, and the one thing I learned today is I've lost, I would say, close to all of my French skills in listening and speaking that I had when I left school, which is long, long ago. Thank you. Merci beaucoup, vielen Dank. Extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a une question un peu précise à poser à Karsten avant que nous n'engagions le débat général autour de tout ce que nous avons entendu cet après-midi? Une demi-heure n'y suffira pas, tant tout cela était passionnant, mais on a un petit temps d'échange quand même devant nous. Je ne vois pas de main se lever pour une question précise sur l'expérience de Bremen. Eh bien, je vous propose que, voilà, qu'on engage le débat plus général autour de tout ce que nous avons entendu cet après-midi et puis des perspectives que cela nous donne pour les prochaines rencontres, bien sûr. Moi, je dois vous dire, ça me donne très envie. En plus, Strasbourg n'est quand même pas très très loin de Brême, d'aller venir vous voir sur place, mais je ne dois pas raisonner ici que pour Strasbourg, je dois bien raisonner pour l'intérêt général de notre observatoire, mais je me permets cette remarque un peu égoïste. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Pierre? Oui, un grand merci parce que c'était très complet, très intéressant. Et merci à tous ces intervenants qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses. Il y avait une question peut-être à Laetitia Dablan sur la partie, on parle souvent des grandes villes. Est-ce qu'il y a des exemples également de villes moyennes qui se mettent sur ces problématiques de livraison? Et puis, peut-être à Guy-Pierre Sachot, est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui sur la livraison en drone? Parce qu'on en parle un peu, mais voilà, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Ou peut-être Laetitia ou Daniel, hein? D'autres autour de la table d'ailleurs. Mais on va laisser Laetitia s'exprimer la première. Sur les villes moyennes, bien sûr, Göteborg, toutes les villes moyennes européennes s'intéressent à la logistique. Elles ont une situation un peu différente des grandes, puisque notamment l'immobilier logistique peut ne pas être aussi foisonnant, mais tout ce qui concerne la problématique de la pollution liée notamment la circulation logistique est très importante. Après, évidemment, une ville moyenne qui a une saisonnalité touristique très importante va faire un plan de mobilité de la logistique de façon peut-être plus détaillée et va s'engager davantage dans ce type de politique qu'une ville qui a moins de saisonnalité, de tourisme, par exemple. Peut-être Guy-Pierre Sachot, peut-être, et puis Daniel. Oui, en attendant qu'on résolve le souci de Daniel. Guy-Pierre. Et sur la livraison par drone, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un moyen de livraison qui a sa pertinence dans un certain nombre de configurations relativement limitées et probablement pas un moyen de livraison pour l'urbain, pour des problèmes de sécurité notamment. Et donc les cas d'usage qu'on connaît aujourd'hui, c'est par exemple une desserte du continent vers une île, c'est-à-dire dans un processus qui est à la fois très contrôlé et où les risques liés à l'acheminement par drone sont les plus limités possibles. Mais c'est probablement pas une solution pour la livraison et en particulier pour la livraison de grands volumes. Eh bien. Merci Guy-Pierre de cette réponse. Il semble qu'entre-temps, le micro de Daniel s'est ouvert et ensuite c'est Karsten qui prendra la parole. Daniel. Oui, pour répondre à cette question de drone, ce qui pose quand même le plus de questions, c'est la réglementation. Parce que ça veut dire que dans l'espace aérien, c'est un espace qui est quand même vaste, mais qui est très occupé aussi, et qui a des enjeux quand même à la fois diplomatiques, etc., qui sont extrêmement compliqués.
Donc je pense que ça pourra se développer. En plus, c'est quand même limité à des plutôt petits colis, ce qui veut dire qu'on aurait une nuée d'oiseaux comme ça qui nous jetteraient les colis de tous les côtés. Ça me paraît quelque chose à encadrer vraiment très, très fort. J'avais une autre question, c'est sur la possibilité de mobilité mélangée entre les marchandises et les personnes. Quand on a vu, il y a eu des expérimentations, mais quelles sont les modalités pour qu'on arrive à faire quelque chose d'aussi précis? Enfin, comment on peut partager le même module roulant entre passagers et marchandises? Eh bien voilà, une question qui s'adresse à Karsten, donc je vous C'est un propose, vrai problème. Karsten, d'y répondre et puis ensuite de venir oui. au point que vous souhaitiez. Regarding the combined transport of passengers and cargo, that seems to be alluring, and I often hear that as wouldn't it be great to use that spare capacity in public transportation for carrying goods around? And there are certain cases in Germany that certain cities that try using their streetcars and tram systems for carrying cargo, but currently the legislation, certainly in Germany, is that way, that there's no combined transportation within streetcars permitted based on federal law. And when you may shrug your shoulders and say, well, what if this local city post pushes their little trolleys in there that's effectively carrying at least letters, if not packages, on the same streetcar? And we've done at the Bremen University of Applied Science, we had a study that we accompanied, where one of the students looked at the tramway system and could it be done? Would it take every stations? What lines would be suitable for that? So the appeal is still there, but there are so many open questions that I can't really see it happening in the next few years. And about the drones, I'm just as skeptical as my previous speaker was, in that I'm a bit scared by the idea of drones scattering around the city and the urban areas. And since, exactly as you said, there's no regulation yet, what I can see though is ground-based autonomous vehicles, delivery robots going very slowly, like we see in a number of American cities, if I'm not mistaken. So I could see that happening much more quickly than I can see air-based autonomous vehicles. That's my personal feeling on that one. Merci. Qui souhaite prendre la parole? N'hésitez pas également pour tous les participants qui n'ont pas fait de présentation. La parole doit vraiment être distribuée. Ça serait bien qu'ils posent des questions. Ou des propositions de contribution, etc. etc. Alors, en attendant que ça se présente, je regarde s'il y a une autre main. C'est celle de Laetitia qui s'est levée, donc je vous repasse la parole, Laetitia. Merci Anne-Marie. That's a question for Karsten. I was wondering whether the harbor was a location where investors in logistics real estate would be demanding space. Is there a pressure to locate new developments there, for example, vertical developments for logistics? Votre micro. I'm not sure I got the first part of the question. Is there pressure to locate new development, in spaces for logistics and new development projects? Yeah, you have a wonderful harbor, right? The Güterwerker Zentrum is very well located, and I would imagine it's also an attraction for investors to build more warehouses that would serve the general region. Is there such a pressure, or you have a strict, I don't know, regulation that prevents new logistics development, especially vertical development, from locating in the Güterwerker Zentrum? I'm not sure. We find that a lot of the shipment companies as well as the CEP carriers are looking for logistics spaces in the urban areas, and only very recently DHL opened a new
distribution center on the outskirts of the inner city, like 3 to 5 kilometers away from the city center, which is the biggest now in all of Germany for delivering emission-free or locally emission-free to most of Bremen using vans and cargo bikes, etc. But in the you referred specifically to the harbor area, right? Exactly. Yeah, we're not sure that the harbor area is relative. It's close to the freight village, but in terms of the city center, it's quite a bit out. So I'm not sure about the developments for storage and for warehouses there. What the deal is, we've been thinking about can we make use of the waterway of the Weser River from the freight village, from the harbor, to bring goods into the city, but it's not like in Antwerp or Ghent where we have a system of canals in the city that we could use for it. So I'm not sure whether warehouses, in terms of urban logistics, really would in the harbor area would be of great help. Okay, so there's no land reserve or densification policy that would accommodate more development. There's just no space for that or no policy for that. I was thinking about the Port of Paris that is densifying their developments in one of the closest of their facilities, very close to Paris. And there is new development for logistics real estate, even development that is not using the waterways. I honestly couldn't answer that one because the way it's set up, I'm part of the mobility department, which is urban development, etc. So the entire part of the political responsibility for harbors and economy and transformation rests with the different agencies. So I don't feel entitled to make a proper judgment here. We're cooperating in terms of they have a business development plan, obviously, for all areas of the city and developing also certainly the harbor area, but I'm not deeply enough down, too caught up in more urban logistics to be qualified to speak on that or to answer that before I'm making up something that wouldn't be grounded in facts. Sorry about that. I can if we follow up on this, I can try and find the person that might be more qualified to answer that one than I would be, but I'm afraid I can't give you a satisfactory response right now. Au-delà des contributions immédiates, c'est le moment aussi d'exprimer vos attentes, vos souhaits de témoignages, de partage d'expériences pour les prochaines sessions. Peut-être avez-vous en tête une expérience intéressante dans une ville européenne que nous pourrions solliciter pour la partager ou une nature d'expérience que vous aimeriez voir, une proposition parmi nous, bien sûr. N'hésitez pas à l'exprimer, soit en prenant la parole, soit en l'écrivant dans le fil de conversation. C'est le moment de l'exprimer pour que nous puissions ensuite compiler ces demandes et construire le programme des prochaines séquences. Ce qui serait intéressant, c'est quand même que nos participants extérieurs évoquent aussi ce que ça leur dit et qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que c'est aussi pour eux qu'on le fait. Et qu'il faut qu'ils participent après à nos réflexions, parce qu'on ne peut pas rester comme ça et qu'on n'ait pas les retours. Ça serait intéressant. C'était bien à eux que je m'adressais, mais merci Daniel de me le faire préciser si ce n'était pas clair. C'est dommage, parce que ça nous donnerait des idées sur ce qu'il faut, nous, qu'on organise pour quelles sont les villes qu'on va choisir justement, ou que eux-mêmes peuvent présenter des choses, et ça serait quand même maintenant qu'on peut l'organiser, il faut qu'on s'y prenne un petit peu à l'avance. Ça ne bouge pas. Alors, ce qu'on peut proposer peut-être, c'est il y aura je suppose qu'il y aura un petit compte-rendu de cet observatoire. Est-ce que vous allez diffuser les PowerPoint que chacun a présentés? Parce que moi, je n'ai même pas présenté le mien, du coup. Et du coup, ça peut donner l'idée après des sujets sur lesquels on peut démarrer, parce que dans la liste de tout ce qu'on a à faire, il y a une infinité de sujets qui n'ont pas été abordés aujourd'hui, et on pourrait justement segmenter nos observatoires par grandes
par grande directive. Par exemple, chercher pourquoi sur le multimodal, autre chose sur l'hypercentre, le partage de la voirie, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur la réglementation. Il faut qu'on voit comment on peut organiser ça pour avoir fait un peu tous les champs du possible dans cette logistique urbaine qui est si complexe, quoi. Ça serait intéressant. Il faut aussi beaucoup qu'on parle du contexte juridique et institutionnel, parce que ça peut changer complètement, justement. Des pays étrangers peuvent nous donner des exemples d'organisations plus souples ou plus rigides qui peuvent nous aider à, à réfléchir nous-mêmes sur les pratiques des pays qu'on connaît déjà, quoi. Tout à fait, et identifier aussi les programmes, qui peuvent exister. Pour ma part, Les programmes. j'ai Oui, il y découvert en a le beaucoup. programme présenté Ouais. par Karsten là sur, Urban Logistics as a On-Demand Service. Je le Ouais. connaissais point Ah oui. et il y en a sûrement d'autres. Il y en a beaucoup, oui. Oui. Bah, Et pour du ma part, coup, si ceux qui ont fait des présentations acceptent de les diffuser, en tout oui, ou partie, peut-être y a-t-il dedans des données qui ne peuvent pas être diffusées de façon très large, à ce moment-là d'expurger le support de telle ou telle donnée qui ne devrait pas être partagée. Mais je pense oui. effectivement que c'est très Moi, je crois que intéressant c'est. pour tous les Oui. participants de pouvoir bénéficier de ces très très belles présentations. Je dois vraiment encore tous vous remercier pour la qualité du travail de préparation. Et je voudrais dire que justement, dans le PowerPoint que je n'ai pas présenté, à la fin, je vous mettais quelques des ouvrages qui peuvent servir à toutes les collectivités, parce que il y a beaucoup de collectivités qui ne savent pas, par exemple, comment évaluer les quantités de marchandises, c'est-à-dire combien ça provoque et qui fait quoi, vous voyez? Il y a des guides qu'on a fait pour l'installation des espaces logistiques, dans l'espace, comment on doit les partager, quel est le rôle de chacun, et tout ça, c'est des choses qui restent souvent entre des chercheurs, mais peu dans les collectivités. Or, il y a des ouvrages qui ont été faits même en plusieurs langues, par exemple, pour dire comment on doit mesurer la taille des aires de livraison et à quel endroit il faut les mettre. Et ça, c'est des choses qui ont été faites dans le milieu européen. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse rediscuter autour et dire comment on peut les aider à faire des choix comment dire, d'actions les plus efficaces pour les marchandises, pour qu'elles trouvent leur place, oui. Et Et en donc, s'appuyant sur les travaux déjà faits, effectivement, voilà, c'est parce qu'il y a important beaucoup de de le choses. rappeler. On a fait des trucs sur les évaluations aussi des expérimentations. Quand on dit bah, on est en cours d'expérimentation, à la fin, c'est bien de savoir avec quels outils on peut les évaluer. Or, il existe aussi des manuels pour ça qui ont été faits il y a quelque temps. Tout à Donc, ça fait. serait intéressant qu'on les Appuyons-nous sur diffuse. ces travaux, vous les diffuserez, Voilà. Daniel. Nous Ok. arrivons au terme des 2 heures que nous nous sommes données. Très bien. Pierre, vous souhaitiez reprendre la parole. Juste une minute, Clarisse, pour vous dire un peu comment on va vous remettre les documents, les PowerPoint et tout. Comme vous l'avez dit juste avant, effectivement, on va d'abord se mettre d'accord par rapport aux présentations, si tout peut être diffusé. Dans ce cas-là, je me permettrai de les envoyer donc, à la liste des participants d'aujourd'hui. Et pour ce qui est donc du webinaire qui a eu lieu, donc il a été enregistré, et en fait, le replay sera disponible sur notre site internet, donc dans quelques jours, voilà, donc tout le monde pourra y accéder. Parfait. Et moi, j'ai compris que parmi les choses que vous souhaitiez avoir également, c'est tous les fonds européens qu'on peut avoir à destination du dernier kilomètre, de la livraison et tout. Donc, on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut vous, pour le prochain observatoire, vous préparer. Ok, très bien. Madame la coprésidente, je vous laisse fermer. Très bien, Ce bah, premier observatoire que j'ai trouvé passionnant. Passionnant, c'est évidemment extrêmement frustrant de n'allouer que 15 ou 20 minutes à chacun des intervenants tant il y a à discuter. Enfin, ça montre tout l'intérêt que nous avons à organiser cela. Donc, à nouveau, merci à toutes et tous. Une piste de travail que je nous propose aussi, y compris pour ceux qui ne se sont pas exprimés là maintenant immédiatement en direct, mais qui pourront le faire à tête reposée après notre rencontre, c'est aussi comment enrichir au plan européen notre groupe de participants, puisque nous avons beaucoup de Français aujourd'hui et je m'en réjouis.
réjouit, Oui. mais assez peu encore de noms français. Donc, comment est-ce que nous pouvons utiliser chacune les réseaux dans lesquels nous sommes pour faire connaître ce travail et leur dire qu'ils y sont les bienvenus, parce que ça ne pourra que enrichir les travaux. On l'a bien vu au travers des quelques exemples donnés cet après-midi. Donc, merci à nouveau à toutes et à tous. Et puis, on va, au niveau du petit groupe de pilotage, faire le point de tout ce qui s'est passé cet après-midi, des réactions qui vont se manifester dans les prochains jours pour vous proposer rapidement une prochaine date de rencontre dans le même type de conformation. Bonne fin de journée à toutes et tous. Bonne fin de journée. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.